Tranche de livre, votre émission littéraire, en partenariat avec la librairie Les Volcans, 80 boulevard François Mitterrand à Clermont-Ferrand et sur www.librairielesvolcans.com. Bonjour à toutes et à tous. Tranche de livre, votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Arverne 100.2. Une émission qui précède la notoriété mais ne la suit pas. Nous voici bientôt en mars 2017. Près de 500 livres ont été mis en rayon dans les librairies et il est très difficile d'apurer une pile à lire qui a tendance à fondre moins vite que la banquise. Parmi les livres, il est toujours difficile d'exercer des choix qui ne seraient point arbitraires. Les grandes maisons d'édition se taillent la part du lion, mais parmi tous ces livres se cachent aussi des pépites, comme le livre de Gérald Tenenbaum qui s'appelle Les Harmoniques aux éditions L'Aube. Le pitch du livre, c'est un homme qui se retrouve à faire les 100 pas le long du débarcadère du Vaporetto à Venise. Il est tendu, il attend vraisemblablement quelqu'un. Et une jeune femme brune va descendre de l'embarcation pour le rejoindre. Tous les deux vont rentrer dans le hall d'un grand hôtel, un palace vénitien qui s'appelle le Danieli. Et on est amené à repartir à rebours dans une histoire qui nous projette dans les années 94. En 1994, en juillet, pour ne pas dire le 14, donc c'est quasiment la fête nationale en France, qui est proche d'ailleurs de la fête nationale argentine, qui est le 9 juillet. 3 mathématiciens se réunissent à proximité de l'ambassade de France à Buenos Aires. Et ils sont donc invités en marge d'un colloque sur le hasard. Ça tombe bien, puisqu'ils attendent Pierre qui est en retard, et lequel a oublié son invitation. Coup de chance, il tombe sur une jeune femme qui va le faire entrer, avec une invitation qu'elle a vraisemblablement dû elle aussi se procurer, ce qui fait que le hasard fait bien les choses. Keila, c'est une jeune actrice argentine, et toute la soirée, ils vont discuter et sympathiser. Et de là va naître une relation intéressante, puisque au bout de 3 jours, ils décident de se revoir. Mais tout va basculer. Tout va basculer parce qu'un attentat va se dérouler à Buenos Aires. Ils vont en être le témoin et chacun va porter attention surtout au secours, puisqu'ils vont participer aux travaux de recherche des victimes. Et il est évident que dans cette phase romanesque, on se retrouve donc à un rendez-vous avorté parce que chacun d'entre eux ne peut pas voir l'autre. Donc ils sont amenés à se séparer et Pierre, le mathématicien, lui, il vit dans un monde à part qui est peuplé de chiffres et dans l'idéal et la poésie mathématique, j'aimerais que l'auteur qui est lui-même mathématicien, que nous allons recevoir, nous expliquera un petit peu tout ça. Et Keila, elle vit dans le souvenir de sa sœur jumelle qui a été enlevée de force chez son oncle et sa tante. Il faut savoir que la junte militaire argentine pratiquait la disparition programmée et veillait à ce que les familles ne puissent pas faire leur deuil aux grandes cruautés pour maintenir une certaine terreur. Et cette sœur n'a jamais été retrouvée et Keila, outre le fait de la gémellité, puisque vous savez quand on perd un jumeau c'est tragique, elle va rester dans un deuil permanent dicté par l'absence de sa sœur. Il y avait Samuel, alors Samuel lui c'est un loser, enfin un journaliste qui s'est fait jeter de sa boîte et puis qui a reçu une lettre de licenciement pour abandon de poste et puis il est journaliste scientifique, il fait des piges pour des magazines, mais il ne vit vraiment que pour l'investigation. Et cette investigation va lui être proposée par la grande tristesse de son ami Pierre, qui va entreprendre en fait des recherches pour retrouver cette fameuse Keila, puisque je vous rappelle que l'attentat les avait séparés. Et nous voilà donc embarqués dans les destinées de chacun, où chacun va chercher un petit peu à déterminer sa propre vérité. Ce sont des destins qui vont s'entrecroiser et je soupçonne l'auteur d'avoir titré Les Harmoniques
en écrivant son livre comme une symphonie des mots, ou avec simplement 4 éléments de notes, en quelque sorte, de notes de musique, il va écrire une symphonie qui va nous embarquer dans une grande poésie et nous emmener dans l'Argentine troublante, et la période post-dictatoriale. Une petite coupure musicale avec le tango de Gardel. Barrio plateado por la luna, rumor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio manejo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de taitas y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores, en tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargo, y en la primer cita la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio manejo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Tranche de livre, l'émission littérature de Radio Arverne. En partenariat avec la librairie Les Volcans. Bonjour Gérald Tenenbaum. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans l'émission Tranche de livre pour parler de ce très beau roman à histoire plurielle, Les Harmoniques, aux éditions L'Aube, et paru il y a de cela quelques semaines. Donc vous êtes mathématicien et vous me rendez jaloux parce qu'en plus vous écrivez, alors que moi j'étais nul en maths et je constate que les maths ne sont pas rédhibitoires pour écrire. Expliquez-nous qui vous êtes et comment vous êtes venu à écrire, ça m'intrigue. Écoutez, en fait l'écriture a toujours été quelque chose d'important pour moi. Puis bon, j'ai bifurqué vers les mathématiques à la suite d'un problème de santé à l'adolescence, et je me disais que un théorème résiste plus longtemps au temps que la littérature. Mais tout de même, je suis revenu à mes premiers amours après, et puis voilà, depuis, donc je mène de front effectivement les deux activités, la littérature d'un côté, et puis la recherche en mathématiques de l'autre, ce qui n'est pas toujours facile, mais bon, j'essaye de mener mon chemin. Alors vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, puisque vous avez publié plusieurs romans, dont Souffle couplet, pardon, parce que ça me coupe le souffle, mais c'est souffle couplet, l'affinité des traces et l'ordre des jours. Voilà votre bibliographie. Alors, pour revenir au livre que j'ai adoré votre livre parce qu'il m'a embarqué dans une Argentine d'avant et d'après, on en reparlera. Oui. Le thème central de votre livre, en fait, le dénominateur commun de tous ces gens que vous avez amenés sur la scène, c'est celui de la disparition. Hein ?
Alors, il y a la disparition, il y a effectivement, il y a l'engagement, il y a le hasard, il y a beaucoup de thèmes. En général, disons, il y a beaucoup d'entrées différentes dans mes livres, et puis le lecteur peut choisir celle qui lui convient le mieux. Hein. Mais c'est vrai que la disparition et puis l'emprise d'autres choses, quelque chose qui vous entrave et qui vous empêche de complètement réaliser votre vie, c'est un petit peu les thèmes qui parcourent ce livre. Oui, et dans la 4e de couverture, le mystère est toujours là parce que je lis la disparition. Est-ce que toutes les disparitions ne se valent pas? Voilà, vous dites les disparitions ne se valent pas, et vous évoquez l'édredon de plume. Moi, cet édredon qui semblerait étouffer les cris d'une population qui a souffert. Je ne sais pas si je prise volontairement cette mot. Tout à fait, c'est parfaitement juste. Oui, tout à fait. C'est vraiment la bonne image. C'est vrai que l'Argentine est une population qui a souffert avec effectivement des disparitions. La junte argentine de Videla a utilisé les mêmes préceptes que l'Allemagne nazie, c'est-à-dire de faire disparaître les opposants dans la nuit et le brouillard, de manière à laisser les familles et les populations dans l'ignorance et donc dans la paralysie. Et c'est quelque chose de tout à fait diabolique. Et l'Argentine est encore en train aujourd'hui de rechercher des enfants et des petits-enfants qui ont été donnés, souvent des bébés qui ont été donnés à des personnes et puis qui retrouvent dont certains parviennent aujourd'hui à retrouver leur vraie famille. Votre livre est terriblement intéressant. Alors, je ne veux pas en faire un livre d'histoire. Il ne s'agit pas d'un livre d'histoire, c'est un livre où vous faites le manque et le moteur de l'amour. Et ça, je reviendrai dessus, mais je voulais dire aux auditeurs que les desaparecidos sont des fameuses personnes qui sont victimes de la disparition forcée parce que la junte pratiquait cette disparition pour empêcher les familles de pouvoir faire leur deuil, de les terroriser. Et il faut savoir que cette guerre a duré entre 76 et 83. C'est intéressant que je le dise parce que votre livre se situe en fait dans cette période, mais curieusement, il est quand même dans la période contemporaine puisque Pierre, votre mathématicien, en fait, il débarque en fait en Argentine pour un colloque. Hein. En fait, c'est en 94. Oui, il débarque en 94 pour un colloque et puis voilà, il va rencontrer à la suite aussi d'une succession de hasards, il rencontre une jeune femme argentine, une actrice qui elle a une sœur qui a disparu, qui est une desaparecida, donc qui a disparu dans la junte et puis voilà, il va se passer quelque chose entre eux. Et puis le hasard va de nouveau s'y mettre. Alors je me suis demandé, mais comment je vais faire pour parler de ce livre sans raconter cette belle histoire? Alors je me suis fait un plan, je me suis dit bien, on va faire une chose, on va faire connaissance avec les personnages. Vous avez commencé avec Pierre qui est un mathématicien, Boulette vous aussi, donc il y a peut-être un peu de vous en lui et de lui en vous. Certainement, un peu, mais pas. Enfin, disons que je suis pas, je fais pas partie de ces écrivains qui se racontent eux-mêmes et qui sont particulièrement intéressés par leur propre personnalité. Bon, ce personnage de Pierre, bien sûr, il est issu de mon expérience, mais aussi de tous les mathématiciens que je fréquente et qui font partie de ma vie. Et cette vie qui avec un pied dans le réel et un pied dans l'abstraction et qui est à la fois dans la réalité et dans l'idéal, qui m'a intéressé parce que c'est quelque chose qui est pas très connu. Les mathématiciens souvent ils s'expriment dans leurs mathématiques, mais ils sont pas très bons pour se raconter. Alors, vous avez réussi excusez-moi de vous interrompre, vous avez réussi un exploit, c'est que comme je suis nul en maths, vous m'avez amené à m'intéresser à certains termes, et je me suis rendu compte qu'en fait que les harmoniques avaient plusieurs acceptions, et la première que j'ai retenue, c'est celle qui est la mise en équation de la probabilité des ondes des marées. Et j'ai trouvé qu'il y avait une certaine poésie dans les marées, et je me suis dit, tiens, finalement, les maths, ça amène à la poésie.
Ah oui, c'est vrai que les concepts mathématiques qui sont à la fois précis, mais en même temps ils permettent de rendre compte de certains phénomènes qui sont tout à fait intuitifs ou affectifs. Et c'est vrai que quand on cherche les harmoniques, c'est les ondes et puis les échos des ondes. Alors c'est vrai que les échos, on est tout de suite dans la poésie. Alors, pour accorder nos violons, sans faire de jeu de mots, les harmoniques aussi, on se trouve avec des instruments de musique qui sont complémentaires. Et ce qui fait le charme de ce livre, c'est cette complémentarité entre les personnages et qui va donner une certaine harmonie, on pourrait dire des harmoniques musicales cette fois-ci, avec Kayla qui, elle, va vivre dans le souvenir de sa sœur jumelle, vous l'avez dit, et elle n'aura de cesse, bien évidemment, de la retrouver. Ça, c'est l'absence cruelle. Oui, c'est l'absence terrible. Je veux dire, Kayla, elle a, à un moment donné, dans le livre, on dit de chaque minute qui passe, elle a le droit qu'à 30 secondes. C'est-à-dire que c'est la culpabilité aussi des survivants. Je veux dire, pourquoi elle et pas moi? Pourquoi elle a disparu et moi je suis toujours là? Et est-ce que je suis là pour rendre compte d'elle, pour garder la mémoire d'elle, ou je suis là pour vivre ma propre vie? Ça, c'est dans toutes les populations, toutes les familles qui ont vécu des drames terribles de cette nature ont cette culpabilité. Alors justement, je veux rebondir dessus, c'est que à ce jour, lorsque je prends le livre, on n'a retrouvé que 2 corps, mais on n'a pas retrouvé bien sûr la sœur de Kayla, et la disparition en fait est pire que la mort, parce que pas question de faire son deuil. Et surtout, ce qui est intéressant dans le livre, c'est que Kayla, vivant cette gémellité de naissance, se retrouve en fait avec la double peine. La double peine parce qu'elle perd sa moitié. Et elle n'est qu'à moitié vivante en fait. Hein. Voilà, elle n'est qu'à moitié vivante, elle ne peut pas faire son deuil. C'est-à-dire si on savait que sa sœur était morte et qu'il y avait une tombe et qu'il y avait un cimetière et qu'on pouvait aller se recueillir, on pourrait faire le deuil. Si elle revenait, la famille pourrait se réunir à nouveau. Et là, finalement, c'est ni l'un ni l'autre, et ce ni l'un ni l'autre est terrible. Et c'est une paralysie et c'est une empreinte qui empêche complètement de respirer. Finalement. Alors perdre un jumeau, c'est quasiment, c'est un phénomène rare, mais c'est quasiment assister à sa propre disparition. Tout à fait, oui, c'est vrai. Alors on va passer bien sûr à Belen. Belen est l'amie de Kayla. Alors elle est écrivain et elle écrit des livres à succès pour la jeunesse. Et en fait, elle vit dans un monde qu'elle invente. Elle se dissout dans toutes les histoires et elle est éthérée. Elle apporte... pour ma part, un peu d'oxygène et d'insouciance dans ce livre, qui n'est pas anxiogène, bien sûr, mais l'atmosphère est quand même lourde, avec beaucoup d'émotions, et elle va fuir une réalité qui sera finalement moins rose. Est-ce que c'est pas une manière de fuir une réalité qui est pas très rose en fait. Le fait d'écrire des romans pour la jeunesse. Oui, elle écrit des romans pour la jeunesse qui sont fondés aussi sur l'histoire de l'Argentine, et c'est vrai qu'elle est un petit peu dans ce monde imaginaire qu'elle invente, et elle a du mal, elle aussi, c'est aussi une des choses qui font que les deux se retrouvent, c'est-à-dire qu'elles sont toutes les deux finalement un petit peu ici et un petit peu ailleurs. Mais Belen, petit à petit, au fil des années, elle va franchir un pas que Kayla, elle, ne peut pas franchir. L'une ne peut pas agir sans l'autre, et c'est vrai que si on regarde bien la façon de décrire de Belen, elle écrit en fait avec pour objectif de rassurer les enfants, alors que la littérature pour les grands a plutôt vocation à les aider, à les accompagner dans leur confiance, dans leur reconstruction. Et ça, c'est un petit peu une manière de faire passer le chaos et la violence à travers des contes qui passeront certainement mieux. Moi, je pense elle m'a beaucoup bouleversé, parce que dans l'Argentine de l'époque, c'est devait être une bouffée d'oxygène pour elle. Hein. Ah oui, certainement, oui, tout à fait. C'est vrai que ce personnage, on dit Belen adoucit la vie, quoi. Je veux dire, elle est là pour adoucir la vie des gens qui la rencontrent.
Elles sont complémentaires parce que l'une joue la vie, Oui. en fait, puisque je rappelle que Oui. Kayla est comédienne et l'autre écrit Elle les est histoires. comédienne, absolument, oui, c'est ça. Et Kayla, finalement, quand elle joue, eh bien, elle se dédouble à nouveau et elle retrouve une partie de la sérénité perdue. Alors en passe, c'est Samuel qui est l'ami de Pierre, alors journaliste scientifique qui fait des piges pour des magazines. Bon, c'est le genre de garçon qui va ne vivre en fait que pour l'investigation. À l'heure actuelle, je pense que dans notre époque de maintenant, les médias sont souvent vilipendés par le fait qu'ils cherchent à faire des investigations. Les journalistes, en fait, on oublie que les journalistes sont passionnés par la recherche de la vérité et la volonté de la dévoiler, bien évidemment. Oui, alors c'est un passeur, je veux dire, Samuel. Il s'intéresse beaucoup à la vie des autres et finalement pas tellement à la sienne. Il traverse le monde avec une espèce de vieille imperméable qui est une seconde peau et qui est finalement une membrane entre lui et le monde extérieur. Et c'est un personnage qui est lui aussi qui est pris par autre chose, et cette autre chose finalement c'est l'altérité, c'est la vérité comme vous dites, c'est aussi la poésie. À un moment donné il va en Patagonie simplement parce qu'on a découvert une marguerite qui a plusieurs millions d'années et ça lui fait quelque chose de redécouvrir cet ancêtre de toutes les fleurs. Alors je l'imagine, moi, avec ce cache-poussière un peu à la manière de Bronson dans Il était une fois dans l'Ouest, d'un air assez nonchalant, essayer de régler les problèmes de la Terre et celui de son ami, parce qu'il voyage beaucoup à Samuel, hein. Ah oui, il voyage beaucoup, bien sûr, il est journaliste, on l'envoie, alors comme il fait des piges, effectivement, on l'envoie ici ou là. Il a un petit peu un ange gardien qui s'appelle Simon, qui lui est mieux installé et qui a la possibilité de choisir les enquêtes ou les articles qu'il peut écrire, tandis que Samuel, lui, il tire un peu le diable par la queue, alors il a besoin d'aller là où on lui dit. Mais petit à petit, il va s'investir dans la quête informulée de son ami Pierre. C'est ça qui est beau, c'est ce soin qu'il va prendre à faire aboutir une quête que Pierre n'est pas capable de faire aboutir lui-même. Oui, en fait, de part et d'autre, on se retrouve un peu, le terme n'est pas très joli, mais avec des binômes de personnages qui sont qui ont vocation en fait à se compléter, pour ne pas dire se substituer, parce qu'on ne va pas tout dévoiler, mais leur manière d'agir est à peu près, à défaut d'être symétrique, elle est assez similaire. Oui, c'est vrai, et vous avez tout à fait raison d'employer le terme de substitution, parce que dans ce livre, il y a beaucoup de substitutions. Alors, même avec les personnages secondaires, entre Simon et Samuel, il y a aussi des substitutions, entre Pierre et Samuel, entre Belen et Kayla, je dirais, il y a, les personnages se substituent, mais toujours pour le bien. Enfin, je veux dire, c'est positif, il n'y a pas de duplicité dans ces substitutions. C'est plutôt par amitié, par amour, avec des sentiments positifs. Alors, je me suis amusé, moi, à rechercher, parce que là, vous m'avez fait travailler sur votre titre, les harmoniques. Je me suis dit, mais il a dit ça. Alors, c'est pas mathématique, c'est musical. Et je me suis dit que finalement, les harmoniques, je suis resté sur la notion plutôt musicale, parce qu'en fait, on se retrouve avec les sons émis par deux instruments différents. On va prendre un exemple, le violon et la flûte. Ils ne vont pas résonner de la même manière, mais chacun va se caractériser par son propre timbre, qui va permettre de l'identifier. On retrouve en fait, je dirais que le violon et la flûte, la flûte, pardonnez-moi, le lapsus, parce que c'est vrai que sur la flûte, il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est le lapsus. On se retrouverait donc avec des personnages complémentaires dans une sorte d'harmonique.
Oui, c'est vrai que le livre entier, bon, si c'était une musique, ça serait une fugue. Voilà, on pourrait dire ça. Et chacun, et vous avez tout à fait raison que chacun des personnages. Enfin, moi, j'ai pensé un peu au Parapluie de Cherbourg où chaque personnage a sa musique, a son thème. Et dans ce livre, moi, j'ai essayé de donner une musique particulière à chaque personnage, même si effectivement ces musiques vont rimer les unes avec les autres. Et on retrouve en arrière-fond, parce que je dis que ce n'était pas un livre d'histoire, mais c'est une histoire tout de même. Alors, l'histoire avec un grand H ou l'histoire avec un petit H, parce qu'on retrouve l'histoire avec un grand H, où l'Argentine, comme d'ailleurs l'Uruguay, a accueilli des dignitaires nazis qui ont pu échapper à leurs chasseurs. Oui, bien sûr, oui. Et est-ce que, justement, dans la junte militaire, est-ce qu'elle aurait pu se développer autant s'il n'y avait pas eu cette aide stratégique de cette diaspora ? Certainement qu'ils ont bénéficié, entre guillemets, des conseils d'un certain nombre de dignitaires nazis, y compris, justement, sur cette histoire de Nuit et brouillard, qui est un décret de l'Allemagne nazie de 1941, et où ils ont utilisé exactement les mêmes procédés pour faire disparaître les gens et maintenir les populations dans une paralysie totale. C'est vrai que ça a été un épisode terrible de l'Argentine, enfin de l'histoire de l'Argentine, dont elle est finalement toujours pas sortie, puisque les grands-mères de la place de Mai sont encore aujourd'hui, alors grâce aux nouvelles techniques d'identification génétique, ils sont toujours en train de retrouver des petits-enfants, des enfants et des petits-enfants, et de leur faire retrouver leur véritable famille. Là, nous allons arriver à la fin de notre entretien. Déjà, je tiens à vous remercier, Gérald Tenenbaum, pour vos très beaux livres, Les Harmoniques. C'est un très beau livre, et moi je suis tout ému parce que c'est la métaphore de la vérité. Et à lire, c'est un bouquin émouvant. Vous en avez fait une présentation qui m'émeut à mon tour, parce qu'elle est vraiment très juste, et ça, je dirais que ça résonne parfaitement, voilà, du côté de l'auteur. Eh bien, on va raisonner encore plus, puisque je vais vous passer Don't Cry for Me Argentina. Merci. Et vous dire au revoir, et merci au nom de Radio Arverne. Au revoir, Henri. Au revoir. It won't be easy, you'll think it's strange when I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. You won't believe me, all you will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines, at 6s and 7s with you. I had to let it happen, I had to change, couldn't stay on my life down at here, looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom, running around, trying everything new, but nothing
cry for me, Argentina. The truth is I never left you. Sur ce morceau bouleversant, je tiens à vous remercier de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine avec Tranche de livre, lundi 12h30. Au revoir. La librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand vous a présenté Tranche de livre, votre émission littéraire. Retrouvez toute l'actualité de votre librairie sur le site www.librairielesvolcans.com.